Yo, salut les poinçonneurs de Lila, bienvenue dans ce nouvel épisode de la WWE dans la nuit des temps. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2020, ce qui veut dire qu'il y a 30 ans, jour pour jour, le 1er avril 1990, la WWE nous présentait WrestleMania 6 en direct du Skydome de Toronto au Canada. Nous sommes devant 64 287 spectateurs dans le stade qui seront annoncés comme 67 678. Le show, comme d'habitude, commence avec la musique génialissime d'introduction et dans ce pay-per-view en main event, nous avons l'affrontement, peut-être le plus gros affrontement des années 80-90 à la WWE, l'Ultimate Warrior, le guerrier ultime face à l'immortel Hulk Hogan. C'est un pay-per-view dans lequel on va aussi avoir 1 milliard d'interviews entre les matchs, à tel point que très rapidement j'ai commencé à les zapper parce que c'était vraiment un schéma de show avec une petite interview avant le match et le match. Donc c'était pas forcément des angles ou autre, c'était plus sportif dans l'approche, on va dire, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la redondance, le côté systématique a enlevé un petit peu au rythme du show justement. Les pay-per-view WWE de l'époque, c'est un petit peu comme WrestleMania 5 dont vous avez peut-être déjà vu la review ou SummerSlam 89. Eh bien, comment dirais-je, c'est surtout une grande fête, car à l'époque on avait Superstar, on avait Wrestling Challenge, on avait des petits shows lors desquels les superstars ne s'affrontaient pas. C'était très souvent, de temps en temps, il y avait des exceptions bien entendu, mais c'était très souvent des superstars contre un jobber. Donc WrestleMania, plutôt que le point culminant de rivalité, de feud, eh bien c'était plutôt une grande fête dans laquelle des superstars allaient ensemble sur le ring. Alors bien entendu, il y avait certaines rivalités comme Hogan Warrior, mais de manière générale, on a une succession de matchs courts entre des superstars, un contexte auquel on n'était pas habitué, donc c'était ça la magie de WrestleMania, c'était ça la magie des pay-per-view, c'était que les jobbers n'existaient plus, et tout ce qu'on voyait pendant 3 heures, là en l'occurrence 3h35, c'était superstar contre superstar. On commence avec Koko B. Ware contre le modèle Rick Martel. Je ne lui ai mis qu'un petit point de suture assez généreux dans un match où Koko B. Ware était relativement dynamique avant qu'il ne se fasse couper la chic par le modèle qui va le battre avec le Boston Crab. Ensuite, on a des interviews avec Bobby Heenan et la Colossal Connection, interview avec les Demolition. En préambule du match, Colossal Connection contre les Demolition, match auquel j'ai mis une fois de plus un petit point de suture, pardon. Là, on se rend compte que 3 ans avant son décès, André le Géant tient à peine debout. Les Demolition vont remporter les titres par équipe dans un match qui est parfois relativement laborieux. Et la foule, quant à elle, est survoltée. Enfin, c'est des ambiances qu'on ne voit plus de nos jours et c'est pour ça aussi qu'on est passé de piscine de chiasse à un point de suture. Après le match, Bobby Heenan gifle André le Géant car il estime qu'il est responsable de leur défaite. André riposte et il riposte aussi sur Haku. Et là, vous pouvez même pas imaginer la pop de la foule pour ce face turn de André le Géant. Après, on a Hercule contre le tremblement de terre, Earthquake, piscine de chiasse. Ensuite, on a une interview de Miss Elizabeth. Pas une interview dans la salle, mais une interview pré-enregistrée dans laquelle on est comme ça dans un salon. Et Miss Elizabeth nous dit qu'elle va probablement très bientôt faire son retour à WrestleMania et qu'elle sera plus active que ce que l'on peut imaginer jusqu'alors. J'étais très surpris par la manière dont Elizabeth s'exprimait. C'était très calme, c'était très serein, c'était fluide, c'était agréable. Donc je peux vous le dire, j'étais vraiment suspendu à ses lèvres. Ensuite, on a Brutus le Barber Beefcake contre Mr. Perfect. 1 point de suture et demi pour ce petit match. Mr. Perfect bosse vraiment très dur. Il est exceptionnel et ça n'empêche pas d'être un bon heel car lui et le Genius vont tenter de tricher et réussir à tricher pour prendre le contrôle du match. Le finish, quant à lui, alors là, je ne sais pas si j'ai déjà vu un finish de ce genre-là. Brutus Beefcake gagne après un coup de la fronde qui envoie Mr. Perfect par-dessus le turnbuckle et il va venir se cogner contre le poteau de ring. C'est venu vraiment comme ça, comme un coup près, je ne m'y attendais pas du tout. Interview de Roddy Piper. Roddy Piper, cette interview très connue de lui lorsqu'il est peint à moitié en blanc, à moitié en noir, pour son match contre Bad News Brown, interview qui est vraiment géniale, dans laquelle il dit que le but du truc, c'est que Bad News Brown ne sache pas qui c'est qu'il va avoir en face de lui dans le ring ce soir. Dans le ring, donc le match Roddy Piper contre Bad News Brown, un petit point de suture,
Alors Roddy Piper, lorsqu'il enlève sa tenue, enfin qu'il révèle sa tenue de ring juste en slip, eh bien on voit que c'est tout son corps, même les jambes et les bras et son torse qui sont peints mi-blanc, mi-noir. Le match commence de manière un peu brouillonne, comme ça, plutôt genre crépage de chignon entre gonzesses. Bad News Brown retire la protection de coin de ring, mais c'est bien entendu lui qui va se la prendre dans la face. Piper frappe Bad News Brown avec un gant, et alors là je me demande est-ce qu'il n'y a pas de disqualification. On continue comme ça, un petit peu dans tous les sens. Le rythme est assez étrange dans ce match et le combat va se terminer sur un double count-out et les deux catcheurs vont continuer à se bastonner dans l'allée qui fait des kilomètres jusqu'au vestiaire. Art Foundation contre les Bolcheviks, là j'ai pas mis de note. Pourquoi ? Tout simplement parce que le match dure à peine une vingtaine de secondes, donc on va enchaîner immédiatement avec la suite. Le Barbarian contre Tito Santana. Une note qui revient un petit peu dans ce show, on est à 1 point de suture. Et Tito Santana dans ce match, il est complètement jacked, quoi. Le mec il devait être chargé jusqu'à l'os à tel point qu'il franchement ressemblait à certains Van Erich, notamment le Texas Tornado. Donc il était, le mec il était affûté. Santana va esquiver une descente du coude avant de faire son comeback. Et au bout de quelques petites minutes à peine, eh bien c'est quand même le barbare qui obtient gain de cause et qui va battre Tito Santana avec une clothesline. Flying clothesline de la 3e corde qui va complètement décapiter celui qui deviendra, je crois, à peine 2 ans plus tard, El Matador. Ensuite, on a le Macho Man Randy Savage et Sherry contre Dusty Rhodes et Saphir. J'ai mis à ce match, 1 point de suture et demi pour l'effort des stars. Le point important, le tournant du match, c'est le retour de Miss Elizabeth qui va s'allier non pas avec le Macho Man, mais avec Dusty Rhodes, ce qui va rendre le Macho Man littéralement fou. Bon, c'est quand même une belle piscine de chiasse quand il y a Saphir dans le match qui essaye de mettre des coups de cul comme ça là à Sherry, c'est assez malaisant. Donc forcément, quand on a 3 workers sur 4 dans un match mixte, ça complique vraiment les choses, mais tout le monde essaye de mettre du sien pour que ça rende le truc assez intéressant. Et une fois de plus, on se soucie pas forcément de la qualité dans le ring, on va surtout ouvrir les oreilles parce que l'ambiance, la foule, et là c'est comme toujours à cette époque, c'est tout le monde est debout à encourager Dusty à huer le Macho Man. Donc c'est clair, le match est merdique, Macho Man va essayer de tricher avec son sceptre, et finalement, suite à une intervention de Miss Elizabeth, eh bien c'est Dusty Rhodes qui remporte la victoire pour une pop, mais une pop les amis, vous avez rarement vu ça. On enchaîne avec les Orient Express contre les Rockers. Le meilleur match du show jusqu'à ce moment-là. Je lui ai mis 2 points de suture. Et en ce qui me concerne, c'était une petite déception parce que je me souviens très bien de leur match Royal Rumble 1991, un match qui est absolument fabuleux. Et j'en attendais beaucoup, je m'étais dit que peut-être ce serait du même niveau, alors que absolument pas. Beaucoup de triches de la part des Heels, notamment un envoi de poudre dans les yeux de Marty Jannetty qui commence à sortir du ring, à être complètement désarçonné, là il sait plus où il est. Il fait comme il peut jusqu'à ce qu'il tombe par-dessus les barrières jusqu'à dans le public. C'était un petit moment assez cocasse et plutôt agréable à voir. Et c'est justement ça qui va amener le finish avec un deuxième finish par count-out où les Orient Express vont remporter le match par décompte extérieur. Donc je sais pas trop ce qu'ils avaient avec les count-out lorsqu'ils ont booké le show. Et pour vous dire à quel point les matchs sont rapides dans ce pay-per-view, celui-ci avait vraiment l'air long alors qu'il a duré à peine plus de 7 minutes. Jim Duggan contre Dino Bravo, une petite piscine de chiasse une fois de plus. Quand Bravo sort du ring en passant par-dessus la 3e corde, il y a Gorilla Monsoon en commentaire qui nous dit il est sur le ciment alors qu'on voit qu'il est là sur les jolis petits tapis bleus caractéristiques de la WWE des années 80-90. Rien à signaler si ce n'est la victoire de Jim Duggan après avoir utilisé son 2x4 comme l'appelait Raymond Rojo. Et après il y a le pote de Dino Bravo, Earthquake, qui revient et qui écrase Jim Duggan avec son tasse-fion. Après, Jake Roberts va me réconcilier avec les promos et les interviews du show. La promo qu'il nous fait est intense, elle est personnelle, elle est immersive, la manière dont il parle, il maîtrise le truc comme personne, et au moins, celle-ci était un vrai plaisir à écouter. Et on enchaîne donc avec Jake Roberts contre Ted DiBiase qui, pour le coup, devient le meilleur match du show. Je lui ai mis 3 points de suture. La foule est super chaude, malgré le début de match plutôt lent de la part des deux catcheurs, mais c'est ça. Leur talent, c'est qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses en ne faisant rien, à réussir à obtenir de la part du public énormément de réactions en faisant très peu dans le ring. À un moment, il y a une espèce de plan comme ça là qui s'écarte, comme quand Okada, la New Japan, ouvre les bras, et peut-être pour la 27-28e fois du show, à chaque fois qu'ils ont fait un plan de la grande salle, il y a Jesse Ventura qui dit « This is what it's all about ».
J'ai réfléchi, j'ai pas compris ce qu'il voulait nous dire en le répétant comme ça 40 000 fois, peut-être tout simplement en disant bah voilà, WrestleMania c'est ça, c'est une grande salle, bon. Pourquoi pas, mais disons que c'était la répétition systématique, et ça je pense que c'est un truc qui vient de Vince McMahon, c'est le genre de pratique qu'il apprécie tout particulièrement. Mais voilà, c'était là, à ce moment-là, ça m'a frappé en me disant mais il l'a dit au moins une fois à chaque match depuis le début du show. Dans ce match, on a la première fois le public qui tente la vague comme ça. Mais il n'y aura qu'un seul tour malheureusement, mais quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble, quoi. C'était donc déjà à l'époque. En 1990, les Canadiens, et surtout à Toronto, étaient déjà un petit peu dans cet état d'esprit où rebelle, où cherchaient à faire des trucs assez inhabituels. On a un petit peu de rififi et encore une victoire par count-out, un finish par count-out. Là, c'est Ted DiBiase qui gagne. Je sais pas ce qu'ils avaient avec les count-out dans ce show. Franchement, je me pose la question parce qu'en plus, ça n'a rien apporté au match. Après ce combat, Roberts obtient gain de cause et arrive quand même à claquer son DDT. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression d'avoir aimé ce match beaucoup plus que ce que je n'aurais dû. Enfin voilà, j'ai passé un bon moment. La foule était géniale comme je vous l'ai dit et c'était le meilleur match du show à ce moment-là. On enchaîne avec le Big Boss Man contre Hakim alors que Ted DiBiase est toujours là. Le match dure à peine 2 minutes. C'est une piscine de chiasse. Rick Rude qui bat Jimmy Snuka, un seul petit point de suture, là aussi le match a duré à peine 2 minutes, donc une petite pause comme ça de 2 matchs qui nous aura permis de faire une mini pause avant l'enchaînement du main event. Hogan contre l'Ultimate Warrior, le champion de la WWE contre le champion intercontinental. Quand j'étais petit et que je voyais des magazines ou des extraits ou autres de ce match que je n'ai pas connu, à l'époque où je regardais du catch, j'ai regardé du catch un petit peu plus tard, 2-3 ans plus tard. Donc pour moi, c'était le plus grand truc de tous les temps que je n'ai pas vu. Et donc ça a toujours eu cette aura de match hors du temps, hors de tout. Donc dans un show où on a enchaîné des matchs plutôt courts, eh bien celui-ci il a duré 23 minutes. Je lui ai mis 3 points de suture et demi. Car malgré tout, si ça commence de manière un peu lente, pas forcément hésitante, mais on se dit oh, bon, on va bien voir ce que ça donne, et bah finalement franchement, sur le dernier quart, le dernier tiers du match, les mecs, ils m'avaient dans la paume de leurs mains. Mais par contre, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. L'Ultimate Warrior nous a fait des petites pointes de piscine de chiasse, notamment lors d'une épreuve de force, où le mec, donc l'épreuve de force, je veux dire, c'est la force quoi. Le gars, il a les doigts comme ça, ouverts, écartés. Je rigole pas. Donc il fait épreuve de force comme ça, et puis il y a des moments, bon voilà. Donc ça tue complètement la crédibilité du truc, c'est incroyable, mais visiblement ça ne dérange personne, et d'ailleurs je pense que dans la salle, personne ne faisait attention à ce genre de détails. Hogan se fait un petit peu mal au genou à l'extérieur du ring, le Warrior va en profiter un peu, après avoir fait l'épreuve de force peut-être la plus longue du monde, je sais pas combien de temps elle a duré, peut-être 2 ou 3 minutes, ce qui est une éternité. En termes de piscine de chiasse, il y a aussi Hogan qui va nous gratifier du collier arrière, peut-être le plus merdique de tous les temps, où on voit que le bras, il est même pas autour du cou, enfin c'est même pas un collier arrière quoi. On va voir un double clothesline, Ultimate Warrior va se gargariser comme ça, il va faire son comeback, et puis il va casser le rythme du show, et ça c'était pas du show, du match, c'était vraiment très judicieux de le placer à ce moment-là. Il va faire une prise de l'ours pour casser le rythme. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le booking du match est vraiment à 50-50. Il y a 2 hits, donc une fois Hogan qui domine, une fois le Warrior qui domine, il va y avoir 2 comebacks pour que vraiment les 2 catcheurs se dirigent vers la séquence de finish vraiment au même niveau, pour ne pas qu'il y en ait un qui sorte plus grandi que l'autre de cet affrontement sans pareil. On va voir un ref bump, on va aussi avoir du 50-50 avec des pins visuels, donc l'arbitre est au sol, les mecs arrivent à faire un pin, tout le monde compte 1, 2, 3, mais il n'y a personne pour compter, donc les deux vont avoir droit aussi à ce pin visuel. L'Ultimate Warrior soulève Hogan en military press, il lui fait son splash, 1, 2, dégagement in extremis de Hogan qui là va Hulk up. Comme d'habitude, il Hulk up après avoir mangé le finish de son adversaire. Il tente son leg drop sur le Warrior esquive, il recourt dans les cordes pour faire son deuxième splash, et c'est là-dessus qu'il va obtenir le compte de 3 et devenir le nouveau champion de la WWE à l'issue d'un match qui avait commencé un petit peu difficilement, mais avec le contexte, la foule et le dernier tiers, le dernier quart du match, on a
quand même un match de légende, il faut le dire, même si la note ne le reflète pas. C'est un match qu'il faut voir absolument. Contrairement au reste du show, pour la conclusion, vous pouvez éviter quasiment tout le reste du show. Vous pouvez regarder le match mixte pour l'ambiance, vous pouvez regarder DiBiase, Jake Roberts pour la qualité in-ring où les mecs font quelque chose de très minimaliste. Ils arrivent à tirer des réactions du public qui sont totalement étonnantes, et ce main event, comme je l'ai dit, qui est un match de légende. Voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la review de la WWE dans la nuit des temps du 2 avril 2000 avec WrestleMania 16. D'ici là, vous savez comme d'habitude qu'il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est de garder la passion et de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.